La France saigne et son saignement, c'est la désindustrialisation. Elle est atteinte d'une hémorragie, des entreprises ferment, se délocalisent, sont radiées ou disparaissent. En 30 ans, le secteur de l'industrie en France a perdu 2 millions de salariés. La part de l'industrie dans le PIB français est passée de 17% à 10%. C'est-à-dire qu'on est au niveau de la Grèce en termes de part de l'industrie dans notre produit intérieur brut. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une perte de savoir-faire. On a des dépendances de plus en plus grandes. Nous l'avons tous vécu pendant la crise sanitaire. Plus de médicaments, pas de masques. Et donc l'industrie est l'épine dorsale de l'activité économique d'un pays et c'est un élément essentiel de sa souveraineté. Alors, face à cette situation de désindustrialisation, que faire? Bien, il y a des politiques volontaristes qui ont été mises en place par un certain nombre de gouvernements dans un but de réindustrialisation. Mais lorsqu'il y a une hémorragie, la perfusion ne suffit pas. Il faut d'abord commencer par arrêter le saignement. Or, pour arrêter le saignement, il faut avoir une claire conscience des risques de désindustrialisation d'un certain nombre d'entreprises. Et c'est pourquoi le Centre de recherche appliquée de l'École de guerre économique a décidé de construire et de rendre public un indice des risques de désindustrialisation. Cet indice de risque a été structuré selon 9 axes d'analyse. Le premier axe concerne le positionnement stratégique des entreprises dans leur secteur d'activité. Le deuxième axe traite des vulnérabilités technologiques. L'entreprise ou le secteur industriel est-il dans une situation où il maîtrise sa technologie ou est-il dépendant d'une technologie étrangère? Le troisième axe traite de l'environnement normatif, des politiques et réglementations qui ont des conséquences sur les produits ou sur les modes de production. Le quatrième axe traite de la situation financière de l'entreprise, la structuration capitalistique de celle-ci. Le cinquième axe traite de la fiscalité et des aides publiques aux entreprises et de leur dépendance éventuelle à ces aides publiques. Le sixième analyse la structure actionnariale et la gouvernance, la part d'actionnaires français de long terme et la part de Français dans les comités de direction des entreprises. Le septième axe traite de l'emploi, la caractérisation de l'emploi, la dimension critique des savoir-faire spécifiques des salariés de ces entreprises. Le huitième analyse l'ancrage territorial, c'est-à-dire le lien entre l'écosystème, les élus, les habitants, les associations et les entreprises, mais aussi les partenariats avec les universités ou des centres de recherche. Et enfin, le dernier axe analyse l'image et la notoriété de ces entreprises, savoir si elles ont pris part à des controverses importantes et quels sont les incidents sociaux les plus importants qui peuvent avoir des conséquences sur le fait que l'entreprise reste ou non en France. Donc en première phase, cet outil d'analyse et d'anticipation, qui est un outil inédit, il n'existe pas d'équivalent de cet outil. Et si la Direction générale des entreprises a créé en 2023 le baromètre industriel de l'État, c'est un indice qui permet de constater un état. Y a-t-il des entreprises qui ont été créées? Y a-t-il des entreprises qui ont été détruites? Il ne permet pas d'anticiper le risque de désindustrialisation. L'outil que nous partageons et que nous rendons public a pour but d'anticiper les situations où des entreprises pourraient fermer, se délocaliser ou être radiées administrativement. Donc c'est un outil préalable, c'est un outil qui sert de vigie. Mais cette vigie ne suffit pas en elle-même. Cet outil d'anticipation doit être saisi par les acteurs, journalistes, État, services publics, acteurs économiques, syndicats, salariés, citoyens concernés, pour que des propositions d'actions soient faites et que des actions soient engagées. La vigie n'évite pas l'iceberg, elle le signale. Nous avons décidé d'analyser en première phase 10 entreprises installées sur le territoire français qui sont emblématiques de leur secteur et qui sont connues par l'opinion publique. Donc nous avons décidé d'analyser Alstom, donc le secteur ferroviaire, Arkema, la chimie, Renault, la construction automobile, Danone, le secteur agro-industriel, Seb, une entreprise de l'électroménager et de l'ustensile de cuisine, Sanofi, laboratoire pharmaceutique, Michelin, fabricant de pneus pour l'automobile, Schneider Electric, fabricant de produits d'électricité, et Valeo, qui est un équipementier automobile. Cet indice
de risque de désindustrialisation se compose de 3 dimensions. Première dimension principale, c'est une valeur globale évaluée de 1 à 5. Deuxième dimension, c'est le nombre de vulnérabilités au-delà de l'indice global que nous avons identifié pour cette entreprise. Et enfin, une couleur qui rassemble à la fois l'évaluation globale et le nombre de vulnérabilités qui va de vert à rouge. 3 exemples que nous avons considérés comme étant les plus emblématiques et les plus importants. Premier exemple, Renault. Pour nous, Renault a une valeur globale de 3,5 sur 5. Elle connaît 3 types de vulnérabilités et nous l'avons mise en risque rouge, c'est-à-dire majeur. Et donc nous attirons l'attention de tous les acteurs sur le fait que Renault a un fort risque de désindustrialisation. Deuxième exemple, ArcelorMittal. ArcelorMittal a un indice de risque de désindustrialisation équivalent à celui de Renault, c'est-à-dire 3,5, un nombre de vulnérabilités aussi de 3, est classé comme étant un risque majeur rouge. Donc nous appelons aussi les pouvoirs publics, les acteurs, à étudier avec attention les annonces et les déploiements qui vont être faits par Mittal autour de cette entreprise. Le troisième cas est celui de l'entreprise SEB, qui a un indice global de risque de désindustrialisation de 2,6, qui le met dans la moyenne. Pour autant, nous avons identifié 3 vulnérabilités majeures et c'est pour ça que nous l'avons mis en rouge comme étant une entreprise à fort risque de désindustrialisation. Alors, quelle va être l'étape suivante après cette publication de cet indice qui a une logique de lanceur d'alerte, c'est-à-dire il faut que tout à chacun puisse se saisir de cet indice de risque de désindustrialisation bien pour anticiper et limiter ces risques. La deuxième étape, ça va être à la rentrée, nous avons comme objectif d'élargir le panel à d'autres entreprises. Du reste, si vous voulez nous proposer des entreprises, écrivez-nous. On peut très bien envisager d'étudier des entreprises particulières au-delà de ce que nous avions prévu. Et au-delà, pour que cette capacité d'analyse et l'utilisation de cet indice de risque de désindustrialisation se pérennise, nous avons comme projet la création d'un observatoire des risques de désindustrialisation. Donc pour pouvoir accéder à l'analyse détaillée des entreprises, à la méthodologie qui a été utilisée, à la manière dont nous avons construit la matrice d'analyse, vous retrouverez toutes ces informations et vous pouvez télécharger le document sur le site de notre centre de recherche www.cr451.fr. Bonne lecture.